Rebonjour à tous, bienvenue à ce deuxième débat de Medfel. Vous le savez, les melons et la pastèque sont les produits à l'honneur de cette sixième édition de Medfel. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer une conférence sur l'expérimentation en melon, évolution et innovation. Alors je suis l'homme le plus heureux de cet après-midi parce que je suis remarquablement bien entouré, puisque je suis avec Lucille Guigamerle, qui est responsable expérimentation au CEHM, elle nous expliquera ce qu'elle fait, et Camille Héroard, qui est ingénieure expérimentation au CTIFL. Alors Lucille, quel était le projet et l'idée de cette conférence? Alors l'idée, c'était un petit peu de présenter comment était organisée la filière melon au point de vue de l'expérimentation et dire que c'était une filière qui était organisée de la recherche jusqu'au produit final, jusqu'au consommateur, et que l'expérimentation était un des maillons de cette chaîne qui allait avec tous les partenaires qui existaient et expliquer un petit peu le fonctionnement, comment est-ce que l'expérimentation s'insère dans cette grande filière. Alors demain, il y aura les prévisions de plantation de melon et jeudi, le premier congrès euro-méditerranéen du melon. Mais déjà, on pourrait montrer un petit peu ce que pèse le melon en France. Alors normalement, on a un petit document. 3 grands bassins de production, le sud-est où nous sommes, avec environ 5000 hectares à peu près. Ensuite, le plus grand bassin de production, c'est le centre-ouest, donc dans les Charentes, 800 hectares et un nombre moins important de producteurs, mais c'est des gros producteurs en fait, avec des surfaces un peu Moi, plus importantes. j'ai 3800 hectares en Poitou-Charentes. Poitou-Charentes et Pays de la Loire. Je regardais les Pays de la Loire. Je prends 3 bassins de production, oui. Les 3 taches colorées qu'on voit. Et donc le dernier bassin de production en Midi-Pyrénées, qui est 3200 hectares, voilà. Alors, il y a aussi plusieurs modes de production. Oui, plusieurs modes de production. Les tunnels à Bréau. Donc ça, c'est vraiment à peu près 4 rangées de melons qui sont dans ces tunnels. C'est la mode de production la plus précoce. Et puis, il y a après ce qu'on appelle en plein champ, qui peut être protégé ou non. Protégé, ça va être sous des petites chenilles ou des bâches pendant environ 1 mois. Et il y a un autre mode de production en plein champ directement. Donc là, c'est sans protection du tout. Directement, on plante sans protection, sans bâche. Alors derrière cette production, Lucille, il y a un réseau national pour l'expérimentation. Voilà. Voilà, donc en fait, sur la même carte que tout à l'heure, où sont représentés les 3 bassins de production, dans chacun des gros bassins de production sont implantées des stations régionales d'expérimentation. Pour la partie sud-est, où nous sommes avec 2 stations d'expérimentation, l'Aprel en Provence et le CEHM, qui est une station qui fait partie du réseau d'expérimentation Sud-Exp de la région Languedoc-Roussillon. Il y a 2 stations, mais elles se partagent en fait un petit peu les cultures, puisque l'Aprel travaille principalement pour les tunnels, le sous-abri, tandis que le CEHM fait des expérimentations sur le plein champ. Ensuite, dans le sud-ouest, de même, il y a 2 stations, Invegno et le Cefel, donc ils se partagent avec des créneaux de production un petit peu différents. Et puis dans le centre-ouest, l'ACPEL. Bon, là sont présentées vraiment les stations qui sont spécialisées dans le melon. Après, il y a beaucoup d'autres organismes qui peuvent faire des expérimentations sur melon, avec les chambres d'agriculture, d'autres petites stations qui travaillent sur le maraîchage et parfois un petit peu sur le melon. Voilà, et donc le CTIFL qui est un centre technique national qui coordonne le réseau de ces stations. Voilà, alors justement Camille, on peut remettre l'image maintenant s'il vous plaît. Camille, donc vous êtes du CTIFL, donc le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes coordonne l'action de toutes les stations qu'on vient de voir. Oui, voilà. Donc on sépare un petit peu notre action en 4 grands domaines. On met en place directement nous-mêmes des expérimentations sur notre site à Balandran, à côté de Nîmes. Donc on a plusieurs essais pour répondre un peu à toutes les demandes de tous les bassins de production. Les problèmes ne sont pas les mêmes, mais on essaie de pouvoir répondre un petit peu à tous les problèmes qui existent en France. Donc on a en place des expérimentations sur notre site et après on coordonne aussi. Donc on organise en fait 1 fois par an au minimum. On réunit tous les expérimentateurs de tous les bassins et de toutes les stations pour
voilà, travailler sur les protocoles, qu'on puisse avoir les mêmes façons de travailler, qu'on puisse comparer nos résultats et qu'on ne travaille pas tous sur les mêmes sujets, ou au moins que les sujets soient comparables après avec les mêmes protocoles. Alors on va rentrer dans le détail de tout ça, mais je comprends aussi que le CTIFL travaille aussi avec des confrères au niveau international. Un petit peu, oui. Alors c'est surtout au niveau national qu'on travaille quand même, hein, avec l'INRA par exemple, donc la recherche fondamentale, et avec les universités. Donc ça, c'est à travers par exemple les programmes CASDAR sur différents sujets. Donc là, on réunit vraiment différents partenaires et on travaille sur toute la France. Et après, au niveau international, ça se développe un petit peu, notamment sur tout ce qui est greffage sur les cultures légumières, le cost grafting, si je ne me trompe pas. Et donc ça, c'est surtout au niveau européen. Et encore, il y a ma collègue, justement, Marie Torres, la responsable du programme Melon au CTIFL, qui avait fait une conférence il y a peu en Chine sur ce sujet, justement, du greffage. Il faut dire que Camille n'est arrivée que depuis 3 mois, mais elle apprend vite, finalement. Donc comment se passe la communication entre tous ces bassins de production et toutes ces stations expérimentales et le réseau national ? Eh ben, les expérimentateurs, donc c'est vrai qu'on est un petit groupe finalement, il y a une douzaine de personnes qui font de l'expérimentation en France sur le melon charentais. Donc on se connaît tous, grâce au CTIFL effectivement on est coordonnés, on se réunit une fois par an, mais il y a des échanges permanents téléphoniques quand on a pour échanger sur nos résultats, sur les expérimentations qu'on met en place, etc. Donc voilà, au niveau expérimental, entre bassins, la communication est formelle et informelle le plus souvent. Ça se fait par mail, vous vous réunissez physiquement, les deux, des réunions? Voilà, les deux selon les besoins. C'est vrai qu'on est aussi souvent ensemble dans des projets nationaux, donc sur des thèmes précis, où là on est en relation encore plus poussée, mais c'est vrai qu'il y a des échanges permanents. Non. Et avec les firmes, avec les semenciers, comment vous travaillez? Ben voilà, on est en relation aussi, donc c'est vrai il y a les expérimentateurs, puis il y a le monde des techniciens et les mondes des producteurs, et tout ça, on essaye d'être le plus possible en relation. Donc par le biais de l'AIM, de l'Association interprofessionnelle Melon, il y a une commission technique qui réunit là les expérimentateurs, les techniciens, les producteurs, et donc on se réunit, on échange pour connaître les besoins des producteurs et que les expérimentateurs puissent répondre au plus près aux besoins des producteurs, s'adapter vraiment à ce qui est demandé. Parce que tout ce petit monde est complémentaire, mais ils sont aussi concurrents entre eux. Donc ça ne doit pas être toujours facile de les mettre autour de la table. Alors pour les expérimentateurs, est-ce qu'on peut parler de concurrence? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'au niveau technicien et producteur, évidemment, sachant que le melon charentais, c'est un produit qui est vraiment qui est produit ailleurs qu'en France, mais qui est consommé quasiment uniquement en France. Fait par les Français pour les Français. Voilà. Donc c'est vrai que les consommateurs, ils sont disputés forcément, il y a de la concurrence. Donc c'est pas toujours évident, il y a certainement des choses qui se disent pas toujours, qui se disent pas tout le temps, mais la communication, je trouve, est relativement bonne entre tout ce monde-là. Bon, ouais. Alors, on n'oublie pas qu'on est ici en Languedoc-Roussillon, donc on peut faire un petit zoom sur la région et le réseau des techniciens du Sud-Est. C'est Lucille plutôt? Oui, voilà, c'est un réseau qui est co-animé par l'APREL, la station en Provence, et le CEHM du réseau Sud-Expé. Donc en fait, ça se passe un peu comme ça dans tous les bassins. Il y a des réseaux de techniciens qui sont organisés. Donc dans le Sud-Est, c'est un réseau qui est composé d'expérimentateurs, de techniciens, mais techniciens variés qui sont de chambres d'agriculture, d'organisations de producteurs, des techniciens indépendants, des gens qui font partie de la qualité, etc. Et donc là, en saison, c'est des réunions téléphoniques tous les 15 jours pour faire un point sur la situation phytosanitaire. Donc vraiment, c'est pas au jour le jour, mais on est informé de tout ce qui se passe. Ce qui est source d'information pour les bulletins de santé du végétal, entre autres, mais c'est aussi pour avoir un dialogue permanent, être au plus près possible des cultures et voilà, échanger avec tout ce monde. Alors on va remontrer un exemple, si on peut remettre les diapos, on va montrer un exemple justement de ce que vous produisez. Voilà, c'est ça. Hein, voilà, donc en fait, commenter ça.
dans ce réseau de techniciens, donc comme je le disais, il y a les réunions téléphoniques tous les 15 jours. Et puis en fin de saison, en septembre, on fait le point sur la campagne qui vient de se dérouler, autant d'un point de vue phytosanitaire que variétal, parce que les variétés en melon, c'est vraiment un point critique. Et donc dans chaque bassin, et là vous avez ici l'exemple du bassin du Sud-Est, ces réseaux de techniciens produisent des fiches de préconisation variétale pour l'année suivante. Donc on construit suite aux résultats des essais expérimentaux mis en place dans les stations, mais aussi suite à tout ce que les techniciens ont vu sur le terrain, chez les producteurs, etc. Et puis on établit aussi une fiche de protection phytosanitaire du melon avec les possibilités qu'ils auront pour l'année suivante. Donc là, par exemple, on s'est basé sur ce qui s'est fait en 2013 et on donne des conseils pour 2014. Voilà, exactement. Donc on peut donner un exemple, dire ce qu'est, parce qu'on ne voit pas très bien là. Non, là on ne voit pas. Non. Mais non, vous la connaissez par cœur. Par exemple, pour le créneau des chenilles précoces, donc qu'on ne voit pas, qui est un créneau de plantation du mois de mars. Pendant très très longtemps en variétés conseillées. En fait, à chaque fois, vous avez le créneau de culture, oui. Les variétés conseillées, les variétés alternatives et les variétés à essayer. Et donc, sur ce créneau chenille précoce, qui est un créneau où on met vraiment au feu les variétés, c'est très 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 tôt. Pendant des années, on n'a eu qu'une variété conseillée qui était Alonso. Et là, suite aux essais 2012 et 2013, qui ont eu lieu dans les stations un petit peu chez les producteurs, on a introduit une nouvelle variété en variété à essayer qui est Del Frisco, voilà, pour essayer de combler un petit peu ce manque. Et si on fait un peu de rétro-pédalage, les années précédentes, les conseils que vous avez donnés ont été suivis, appliqués et ont été bénéfiques? Oui, les conseils sont suivis. Finalement, les variétés qui sont produites dans le bassin sud-est sont inscrites dans la fiche. C'est peut-être plus dans l'autre sens. Parfois, il y a plus de variétés inscrites dans la fiche et peut-être moins qui sont réellement produites vraiment à grande surface. Mais c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les producteurs. Quand on choisit des variétés sur lesquelles on est sûr. Donc le producteur, pour recevoir la fiche, il faut qu'il soit inscrit chez vous, il faut qu'il paye une cotisation, un abonnement, comment ça fonctionne? La fiche, elle est distribuée, donc elle est sur les sites internet du CEHM et de l'APREL, disponible en PDF. Elle est aussi distribuée lors des réunions qu'on organise conjointement CEHM APREL à l'automne, en octobre ou novembre, donc soit au MIFEL une année sur deux quand il existait, soit au CEHM lors d'une rencontre technico-économique melon. Alors, on peut revenir à l'image maintenant. Donc, quelles sont les problématiques nationales dans l'innovation et l'évolution en melon? Il y en a plusieurs, évidemment. J'espère. On peut commencer donc l'innovation variétale, par exemple. Voilà, comme on l'a évoqué tout à l'heure, là, donc l'innovation variétale. Jusqu'à présent, on a travaillé beaucoup sur tout ce qui était agronomique, améliorer les rendements, améliorer la qualité du melon, sa tenue en conservation par exemple, et finalement tout ça a été bien travaillé par les sociétés semencières, donc on a des bons résultats. Donc maintenant on travaille beaucoup plus sur tout ce qui est résistance en fait aux maladies ou aux ravageurs. Notamment la fusariose, contre les pucerons, contre sclérotinia, tous les différents ravageurs qu'on peut avoir. Alors, je lis qu'il y a plus de 650 variétés inscrites. Vous arrivez à travailler là-dessus? Alors, on en teste selon, donc c'est ce que m'a dit tout à l'heure Lucille, à peu près 80 par an, nouvelles variétés. 80 nouvelles variétés par an? Voilà. Sur différents sites, on les teste à différents endroits, sur différents créneaux de plantation. En général, ça a une durée de vie très courte, les variétés en melon. Donc, on a à peu près... les bonnes variétés peuvent rester environ 10 ans sur le marché et les plus mauvaises vont partir au bout de 2-3 ans. Et j'imagine qu'il y a la performance biologique et agricole, mais il y a aussi le goût, la qualité pour le consommateur. C'est testé aussi par vous? Oui, un petit peu. Le CTIFL a travaillé en 2011-2012 sur tout ce qui était analyse sensorielle. Pour caractériser les variétés de melon, le goût. Donc il y a eu des enquêtes qui ont été faites par un panel expérimenté pour vraiment décrire le melon et ensuite parallèlement des enquêtes d'appréciation des consommateurs. Donc vous faites goûter les différentes variétés aux consommateurs? Voilà.
Et on leur demande s'ils aiment, ils n'aiment pas, hein, sur une échelle. C'est comment? Ils viennent chez vous? Vous allez dans les magasins? Comment vous fonctionnez? C'était à 2 sites, Paris et Avignon, je crois que ça a été fait, dans des centres commerciaux ou quelque chose comme ça. Donc c'est comme ça, voilà. On est dans le centre commercial et goûtez mon melon et dites-moi s'il est bon. Voilà, et donc c'est ça. Lucille? Oui, bah pour le j'aime pas, c'est ça. Hein, c'est seulement leur faire goûter les différentes variétés et j'aime pas. Après, il y a eu des caractérisations plus spécifiques qui là sont faites au CTIFL, qui est équipé de laboratoires d'analyse sensorielle, etc. Où faut... J'imagine que le consommateur est surpris parce qu'il ne doit même pas y se douter qu'il y a autant de variétés de melons. Ah bah non, c'est sûr, oui. Parce que c'est pas un critère d'achat pour lui. C'est sûr, ça c'est jamais écrit pour le melon, autant pour certaines, pour les pommes, oui, etc. Voilà. Par exemple, on connaît les variétés. Pour le melon, on ne connaît pas. Il faut dire qu'il y en a beaucoup, que ça change souvent, donc c'est peut-être pas évident pour le consommateur après pour s'y retrouver. Pourtant, c'est un des critères importants pour savoir si on va tomber sur un bon melon ou pas. Et quelle est sa réaction globalement au consommateur? Les tests qu'on a fait, du coup, on arrivait à, donc en croisant en fait l'appréciation du consommateur et les tests qu'on a fait donc par le panel expérimenté, on voit que le consommateur aime bien les melons plutôt juteux, fondants et moyennement sucrés, mais que finalement c'est complètement un mélange de tous ces critères. Il peut très bien aimer un melon ferme, mais qui va être sucré, qui sera très aromatique. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire des catégories. Mais globalement, voilà, on peut ressortir, c'est les melons fondants, juteux et moyennement sucrés qui sont les plus appréciés. Bon, on va rentrer dans le détail peut-être. J'ai vu qu'il fallait parler de la fusariose. Alors, qui parle de la fusariose? Qui est la championne du monde? C'est Camille. La fusariose, c'est pas moi la championne du monde, hein, c'est ma collègue Marie-Thorez, parce qu'elle commence. Mais vous la représentez. Elle commence une thèse justement à ce sujet avec l'INRA de Dijon. Donc ça, c'est un champignon dans le sol en fait, qui va attaquer les vaisseaux du melon et qui va entraîner son dépérissement assez rapidement. Et on n'a aucun moyen de lutte finalement contre ce champignon. Donc on travaille sur l'amélioration du sol finalement, par exemple, pour éviter son développement. Donc on apporte. Donc il n'y a pas de produits, il n'y a pas de il pesticides, il n'y a pas de produits phytosanitaires, donc il faut trouver autre chose. Voilà, il faut trouver une astuce. Et pour l'instant on la cherche encore. On la cherche encore. Alors on teste des rotations par exemple qui pourraient permettre de tuer le pathogène. Il faut éviter de refaire des cultures de melon trop rapidement. Normalement, il faut attendre 7-8 ans avant qu'il puisse que le pathogène se dégrade dans le sol avant de remettre du melon. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Il y a le greffage peut-être aussi? Le greffage, exactement. Il y a de bonnes sources. Donc il y a des variétés de melons qui sont résistantes à la fusariose, mais qui ne sont pas appréciées par exemple au niveau qualité. Donc on teste au moins de mettre leurs racines et de greffer la bonne variété dessus. Et on teste aussi le greffage sur courge qui est aussi, donc lui, est complètement résistant à la fusariose. Le greffage sur courge? Voilà, le melon sur courge. Sauf que la qualité peut après être amoindrie du fait de ce greffage. Donc on essaye de travailler là-dessus. Alors le mildiou? Le mildiou, ça a été un gros problème en 2013. Donc c'est vrai que ça a été, contrairement à cette année, une grosse année pluvieuse et tous les bassins, personne n'a été épargné. Parce que vous trouvez qu'il ne pleut pas cette année? Ici peut-être parce que... Non, il ne pleut pas trop. Voilà, dans le sud-est, il ne pleut pas trop. On a bien été épargné et du coup, le melon est très beau et il va être excellent. Non, mais donc il y a eu un gros souci mildiou et c'est vrai qu'il y a un modèle qui a été développé par l'APV et qui est maintenant développé par le CTIFL qui permet d'évaluer les risques mildiou. Alors c'est quoi un modèle? C'est un modèle qui se base sur l'hygrométrie, la température et la pluviométrie et qui permet de dire s'il y a contamination ou pas, si on est à risque mildiou ou pas. Parce que c'est vrai que dans le bassin du sud-est, c'est-à-dire on est entre temps et temps, il y a risque et sinon il n'y a pas risque. Voilà, il y a un risque faible, surveillez vos parcelles, regardez bien, il y a peut-être que ça va se développer. Parce qu'après c'est fulgurant, donc si on en voit quelque part, il faut... Là, c'est l'intérêt d'un réseau, il faut être au courant, que l'un le dise à son voisin et pour avoir attention, une action j'ai du préventive. mildiou, donc j'alerte tous les copains, tous les voisins, Voilà. et même les pas copains. Oui. Et donc, oui, parce que sinon ça revient chez soi. Et donc le modèle, il permet ça, on le fait tourner dans tous les bassins, donc c'est parfois les expérimentateurs ou les gens de gendarmerie d'agriculture qui le font tourner, et il y a des alertes dans les bulletins de santé du végétal. D'accord. Alors, oui.
Non, non, bah donc les quelques essais qu'on fait, c'est des suivis de nouvelles, des souches qui sont présentes en France pour savoir s'il y a une évolution ou pas, mais voilà, pour l'instant, pas beaucoup plus d'essais. Alors, j'ai l'oïdium au programme. L'oïdium, alors c'est toi qui as travaillé sur les infradoses de sucre, il me semble. Alors, c'est Lucille. Non, ben on a voulu un peu faire un petit zoom sur les principales problématiques de chaque bassin. Et c'est vrai que dans le sud-est, la maladie la plus fréquente, enfin, qu'on a tous les ans, c'est l'oïdium. Et le ravageur qu'on a tous les ans, c'est le puceron. Et donc, en termes d'oïdium, eh ben, il y a beaucoup d'essais qui sont faits. Il existe des solutions phytosanitaires pour lutter contre l'oïdium, mais on essaye de plus en plus de trouver des solutions alternatives. Et donc, il y a des essais qui ont été faits au niveau national sur les stimulateurs de défense des plantes, donc c'est-à-dire des molécules qu'on va appliquer comme peut-être un produit phytosanitaire classique, mais qui en fait engendrent des réactions de défense chez la plante pour qu'elle se défende toute seule. Est-ce que sur le melon, il y a, comme dans d'autres fruits ou légumes, il y a des problèmes de molécules qui sont plus autorisées et il faut demander des dérogations pour les utiliser? Oui, il y a des impasses. Il y a notamment une problématique nationale qui est le taupin. Donc, sachant que le taupin il cause des dégâts sur les jeunes plantes, donc à la plantation, elle va manger le collet de la plante et elle meurt. Mais aussi à la récolte, le taupin va piquer les fruits et donc ça dégrade la qualité du fruit. Il est plus commercialisable puisqu'il y a un trou dans le melon. Et donc là, pour le taupin, ça fait plusieurs années qu'on se retrouve sans aucune solution de lutte. Parce qu'elle n'existe pas ou parce qu'elle est interdite? Parce qu'elle a été interdite et maintenant il n'y a plus de solution pour les producteurs. Mais grâce à Légumes de France, à l'association interprofessionnelle Melon, à la mobilisation des producteurs, il y a des dérogations qui sont obtenues, mais des dérogations courtes, qui sont obtenues souvent tard en saison. Donc c'est vraiment une solution qui n'en est pas une. Qui n'en est pas une. Alors le puceron? Le puceron, là il y a eu des essais qui ont été faits au niveau national, donc pareil sur la biodiversité fonctionnelle. Ça a été travaillé notamment par le CTIFL. Si tu veux en parler. Oui, Camille, le puceron. On vient de commencer. Je parle. Le son pour Camille. Je parle. On vient de commencer un. Non, micro pour Camille, s'il vous plaît. Voilà. Ça y est. Merci. On travaille donc sur un projet CASDAR donc au niveau national sur la lutte contre le puceron en utilisant donc la biodiversité fonctionnelle. Le but c'est de trouver des techniques, d'utiliser les infrastructures écologiques comme on dit par exemple les haies, les bandes fleuries pour accueillir les auxiliaires qui vont donc manger les pucerons ou les parasiter. Donc ça c'est un projet qui a débuté il y a 2 ans il me semble, qui avance bien et on connaît les auxiliaires du puceron, donc maintenant il faut arriver à les développer, à les garder sur la parcelle. On continue dans ce bel inventaire avec la cladosporiose. Ça je ne connaissais pas. Alors, c'est Lucille, la championne. C'est une maladie, c'est vrai qu'on a de la chance qu'on a moins dans le sud-est de la France. La cladosporiose, c'est une maladie donc fongique. Elle est plutôt dans le sud-ouest et pas dans le sud-est. Il y a une frontière. Il y en a un peu moins. On en a un petit peu, mais bon. On a un climat qui fait que c'est moins propice au développement de cette maladie. Donc, ce qui est fait au niveau expérimental, c'est de rechercher des nouvelles sources de résistance. Donc là, c'est des partenariats avec l'INRA et on teste des cucurbitacées qui ne sont pas toujours des melons pour trouver quels sont ceux qui pourraient être des géniteurs pour des nouvelles variétés de melons. La bactériose. Camille. Bactériose, il y a pour l'instant, dans ce que je connais, c'est surtout la stratégie de protection en fait. Donc là, il y a des produits à base de cuivre peut-être ou de soufre qui existent, mais il faut essayer de bien les positionner en fonction du climat, en fonction du cycle de la bactérie, etc. Donc c'est vraiment positionner les interventions chimiques sur lesquelles on travaille. Sclérotinia. La sclérotinia. Donc ça, c'est aussi un champignon du sol. On connaît très peu de choses dessus. Il attaque beaucoup le colza, la moutarde, les brassicacées. Et
Donc on a un projet aussi national dessus, donc on travaille beaucoup avec l'INRA. Le but c'est vraiment de connaître le pathogène, connaître son cycle. On le trouve dans des régions où il y a ces cultures-là qui sont faites. On le trouve peu chez nous, non? On le trouve un peu effectivement si on a des brassicacées, voilà. Ouais. Ça va favoriser. Et au niveau donc de ce qu'on fait contre cette maladie, on essaye apparemment, il y aurait un champignon, comment on dit, antagoniste. Donc on essaierait de le mettre dans le sol et il prendrait la place finalement du mauvais champignon. Donc c'est une piste qu'on a, une des seules. Donc il va falloir développer ça. Et on travaille beaucoup avec l'INRA aussi pour caractériser les différentes souches qu'on a. C'est vraiment le début, quoi. Ouais, l'idée c'est de trouver un concurrent qui prend sa place. Voilà, ça sera une des pistes qu'on a. Et ça a déjà été testé ou Ça a déjà été un petit peu testé avec des résultats assez médiocres. Donc, donc voilà. La piste elle est... Voilà, bon, pas il faut très bonne. peut-être améliorer cette champignon. Voilà. C'est que quand on travaille comme ça avec du matériel vivant, c'est toujours plus compliqué parce que on n'est pas sûr que quand ça marche pas, on ne sait pas si c'est parce que ça n'a pas d'efficacité ou parce qu'on ne l'a pas mis dans les bonnes conditions, c'était pas le bon moment, etc. Donc c'est toujours plus compliqué, toujours plus intéressant. Et donc dans tout le débat actuel sur la baisse des intrants, des produits phytosanitaires, le biocontrôle, l'agroécologie, vous êtes incité à aller chercher, privilégier ces pistes-là ou pas du tout, ou l'essentiel c'est d'aboutir au résultat? Quelles sont les instructions que vous avez là-dessus? Oui, on est très fortement poussé, on m'entend, oui. On est poussé à travailler ces pistes-là. De nous-mêmes, on y va, mais c'est vrai que tous les appels à projets qui existent pour les essais qui sont menés sont vraiment orientés dans ce sens-là. Le biocontrôle, les méthodes de lutte alternatives, etc. Et absolument pas sur les méthodes de protection classique, on va dire, conventionnel. Alors, comment les décisions sont prises justement? Qui est-ce qui dit à un moment, il faut travailler ça, il faut aller vers ça, il faut aller... Il y a quoi? Il y a un comité de pilotage, c'est des producteurs, c'est... comment ça fonctionne? Qui est le patron qui dit, on fait ça? Bon, j'ai pas assisté encore à ces réunions, moi, mais j'imagine que c'est lors de ces réunions nationales que le CTIFL organise, où on met tous les acteurs se rencontrent. Il y a sûrement aussi des appels à projets auxquels il faut répondre, et donc il faut choisir les sujets les plus importants et qui peuvent rentrer dans ces appels à projets. Donc c'est les producteurs et les techniciens finalement qui font remonter aux expérimentateurs. Il y a un consensus, on discute et puis on dit on y va. Oui, parce qu'en fait, au sein de chaque station d'expérimentation, il existe des commissions professionnelles et où sont invités les producteurs et pour qu'ils fassent remonter leurs besoins. Et donc, c'est en fonction des demandes, chaque station, en fonction de ce qu'ont dit les producteurs du bassin, parce que ce que font les stations régionales, c'est vraiment adapté à un bassin de production. Et donc, c'est là que sont décidées les expérimentations qui vont être mises en place dans la station. Et ensuite, c'est coordonné au niveau national. D'accord. Et alors, au niveau financement, parce qu'il faut que tout ça vive, fonctionne, il faut payer les chercheurs, le matériel, etc. C'est financé comment ? Alors jusqu'à présent... Jusqu'à présent. Non, on est financé par l'État et la région en partie pour ce qu'on appelle les essais financés justement par le public, en partie par les producteurs. Et puis dans certaines stations, il y a une part d'autofinancement plus ou moins importante parce que les stations, souvent, c'est aussi des exploitations qui ont des productions qu'elles vendent. Et puis il y a des essais en partenariat avec des firmes privées qui sont parfois confidentielles et donc qui permettent aux stations de vivre. Alors jusqu'à présent, c'est-à-dire que ça peut changer potentiellement ? Voilà, ça peut changer. Les financements octroyés par l'État et la région étaient régis par des contrats de plan d'une durée de 5 ans. Et pour l'instant, il semblerait qu'on s'oriente plutôt maintenant vers des appels à projets de durée plus courte et voilà, sur des thèmes un petit peu plus précis. Et ça se décide d'où ça? C'est au ministère de l'Agriculture? C'est France Agrimaire? C'est le CTIFL? C'est France Agrimaire. Mais le CTIFL, il donne quelques sous quand même. On participe, oui, évidemment. Nous, notre budget est lié à la taxe fiscale affectée sur les fruits et légumes. Donc ça représente 70% du budget du CTIFL, donc surtout les ventes de fruits et légumes. Et après, oui, pas mal par les appels à projets, CASDAR notamment, qui sont de plus en plus nombreux, auxquels il faut répondre. Alors si on veut conclure
ce débat, on s'oriente vers quel avenir pour la recherche, l'expérimentation dans le melon, et peut-être les partenariats avec les pays voisins, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, de notre région méditerranéenne. Oui, ben c'est vrai qu'actuellement, au niveau de l'expérimentation, on est peu en contact avec les autres pays producteurs de melons, hein, pas que charentais. Donc c'est vrai que ça serait, je pense, vraiment intéressant de pouvoir échanger avec ces pays de la Méditerranée. Et c'est vrai qu'actuellement, ça se fait peu. Et ensuite, en termes d'expérimentation, c'est vrai que jusqu'à présent, les stations d'expérimentation ont adapté vraiment leur programme en fonction des besoins des producteurs de la région. Et aujourd'hui, face à ces appels à projets, on ne sait pas exactement s'il va pouvoir en être de même. Pour l'avenir financier des stations, est-ce que vraiment on va pouvoir continuer de la sorte? Camille, un dernier mot? Vous venez jeudi au congrès du melon? Oui, c'est ça, oui, je serai là. J'en apprendrai beaucoup, j'imagine. Bon, donc je rappelle, demain, prévision de récolte, de plantation. Jeudi, congrès euro-méditerranéen du melon. Merci Lucille, merci Camille. Prochain débat sur la logistique. Au revoir. Merci.